Alors, Marie-France Castarède, qui êtes-vous et qui sont donc les auteurs qui constituent ce collectif? Alors moi-même, je suis professeure à l'université en psychopathologie et psychanalyste, membre de la Société psychanalytique de Paris. J'ai eu l'idée de ce colloque car il me semblait qu'il était très nécessaire de réfléchir aux grands problèmes d'aujourd'hui, l'image qui déferle très souvent sur nos écrans de télévision, dans nos jeux vidéo, et la pensée qui est, on va le dire pour aller vite, le propre de l'homme. Alors l'idée m'est venue de rassembler sur ce thème, l'image et la pensée, des auteurs venus d'horizons différents. Alors je ne peux pas les citer tous, mais je vais citer peut-être ceux qui ont apporté une contribution la plus notoire. Alain Bentolila, linguiste, Bernard Brusset, psychanalyste, Dominique Cupat, professeur à l'université, qui a parlé de la sexualité d'aujourd'hui, François Duparc, qui nous a fait une préface, Florence Guignard, thérapeute d'enfants et d'adolescents, Blandine Kriégel, agrégée de philosophie, qui avait été à la naissance d'une commission créée pour réfléchir sur les questions de violence à la télévision, Aldo Naouri, le grand pédiatre, qui s'intéresse beaucoup à l'éducation, et Serge Tisseron, incontournable sur ces grandes questions d'Internet, et Sylvain Missonnier, qui lui-même a beaucoup réfléchi sur la virtualité et toutes ces questions d'aujourd'hui. Alors, pourquoi ce livre finalement? Pour échanger, car il me semble que dans ce domaine très précis, la réflexion ne peut pas venir d'une seule personne. Elle vient de la confrontation de personnalités diverses et variées qui ont des responsabilités différentes et qui sont donc mieux à même de donner un point de vue que le lecteur pourra alors à son tour saisir, comprendre, et puis il fera sa propre synthèse à partir de tous les points de vue qui leur ont été proposés. Alors, comment est-ce que vous l'avez conçu? Si j'entends bien, il y a eu au départ un congrès, mais entre le déroulement du congrès et le livre, j'imagine qu'il a dû se passer pas mal de choses. Alors pour la toute petite histoire, ce congrès qui m'avait requise pour l'organiser et qui se présentait très bien, je dois dire, n'a pas pu avoir lieu suite aux événements de l'université française, d'ailleurs, parce que mon université n'était pas la seule concernée par ces mouvements. Donc, empêché de colloques, pour des raisons pratiques, nous avons pensé les uns et les autres, les uns avec les autres, que c'était dommage de ne pas profiter de la contribution de tous ceux qui devaient participer au colloque, et je leur ai demandé leur texte, qui était à l'époque déjà prêt, mais bien sûr qu'ils ont un petit peu remanié pour les besoins de l'écrit. Voilà comment l'idée est venue de ce livre collectif. Alors la question est difficile, complexe pour un collectif, mais quelle est l'originalité de l'approche d'un point de vue transversal? Qu'est-ce qu'on peut probablement mettre en exergue qui serait euh, Alors, je vais dire que j'avais eu l'idée de ce thème parce que, bon, je suis de ma génération, c'est-à-dire bien sûr frappée par toutes les découvertes remarquables de la technologie moderne qui ont changé notre monde, mais en même temps soucieuse de préserver la pensée, la réflexion. Et puis, dans ce domaine, il me semble d'ailleurs que les faits d'actualité nous donnent raison d'engager cette réflexion, parce qu'on est pris dans ce qu'on appelle aujourd'hui une accélération formidable mais épuisante. Et l'image nous sollicite tant et tant qu'on n'a plus le temps, tout simplement le temps matériel, de réfléchir, de penser. Et je m'appuie là sur un auteur qui n'a pas participé au livre, mais qui est un grand auteur que tout le monde connaît, Edgar Morin, qui nous met en garde contre cette accélération préoccupante du temps et qui nous conseille vivement les uns et les autres de enfin redonner ces lettres de noblesse à la pensée. Car si nous voulons que le monde s'engage vers des voies qui lui seront profitables pour nous tous, pour l'avenir de nos enfants, il me semble qu'il est de la première urgence de mettre au premier plan la réflexion et la pensée. Alors,
On sent bien que le propos concerne potentiellement beaucoup de lecteurs, hein, puisque effectivement cette trépidation et cette attirance pour l'image est si largement partagée dans la population. Qui peut lire véritablement cet ouvrage collectif? Alors, il est, à mon avis, destiné à un large public. Le public, bien sûr, des parents. Pourquoi ne pas penser à eux aussi? Parce qu'ils ont la charge, évidemment, de former, d'éduquer les enfants et leurs enfants. Et je pense qu'ils doivent réfléchir eux-mêmes à peut-être leur laisser la liberté, certes, de pouvoir pratiquer toutes ces nouvelles technologies, mais en même temps, ils doivent pouvoir les mettre en garde, leur proposer d'autres activités. La lecture, par exemple, bien sûr, devrait rester quand même comme une activité indispensable à l'enfant. Je pense aussi aux activités artistiques qui sont du domaine de la symbolisation et qui permettent à l'enfant et à l'adolescent de prendre du temps, de s'arrêter et de créer, faire appel à sa créativité personnelle au lieu d'être toujours soumis à l'image des autres qui arrivent. Alors, je voudrais aussi dire que il y a deux sortes d'images contre lesquelles les parents précisément devraient mettre en garde leurs enfants. Ce sont les images d'une extrême violence et je dirais aussi les images pornographiques parce que j'ai fait partie d'une commission de contrôle du cinéma et j'ai été moi-même, alors personnellement, sensibilisée à ces questions dans la mesure où je trouvais qu'il y avait de meilleures manières euh, d'engager la vie sentimentale et amoureuse que d'être livré extrêmement jeune au déferlement d'images qu'on peut appeler, effectivement, c'est leur nom, pornographiques. Alors, j'ai parlé des parents, mais bien sûr, en parlant d'eux, je peux aussi élargir, et nous le souhaitons beaucoup, notre public aux enseignants, aux éducateurs, au personnel de l'audiovisuel et à ceux qui sont en responsabilité dans ces domaines. On sait que beaucoup, bien sûr, de problèmes, comment dirais-je, d'argent sont engagés dans certaines de ces techniques. Donc, il faut ne pas se soumettre précisément aux problèmes d'argent, mais réfléchir plus avant et d'une manière beaucoup plus profonde à ce que peut apporter effectivement notre civilisation aujourd'hui et se préoccuper des problèmes éthiques et, et d'avenir. Alors, j'ai cité là un grand public large. J'espère ne pas avoir oublié le lecteur qui n'est pas engagé à proprement parler dans toutes ces tâches, mais qui s'informera de ce qu'on peut penser sur l'avenir du monde d'aujourd'hui. Et alors j'imagine que tous les psychiatres, collègues et psychanalystes vont aussi pouvoir bénéficier de ces lectures éclairantes, parce que force est de constater combien est-ce que maintenant, au quotidien de leur travail clinique, ils sont confrontés avec de jeunes enfants, des adolescents, des adultes, et pourquoi pas aussi quelquefois des seniors, à des éléments qui ne sont pas sans rapport avec le fil rouge de ce livre. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que j'ai cité au fond le public un tout petit peu plus éloigné de notre propos, alors qu'ils sont en première ligne. C'est peut-être aussi parce que je pensais qu'ils auraient accès très facilement à cette réflexion, qui est d'ailleurs menée précisément par un certain nombre d'entre nous qui sommes en responsabilité. Je pense aux psychiatres, je pense aux psychanalystes, je pense aux pédiatres et aux pédopsychiatres qui ont écrit un article dans ce livre et qui par conséquent s'adressent tout particulièrement euh, voilà, à leurs pratiques cliniques et aux conseils qu'ils peuvent donner, j'allais dire en toute connaissance de cause, après avoir été eux-mêmes consultés pour ces questions. On peut sans doute parier sans grand risque un juste succès à cet ouvrage. Et je suis convaincu que les lecteurs des livres d'Hérès vont pouvoir enrichir leur approche de l'image dans ce contexte. Alors je voulais ajouter quelque chose, c'est que dans le colloque que j'avais organisé, place était faite à des intervenants étrangers.
Alors, il y en a une d'entre elles qui reste dans ce livre comme écrivaine, c'est Madame von Felitzen, qui est suédoise et qui a été en charge pendant de très longues années, qui l'est toujours, de la recherche au niveau européen sur toutes Mm. ces questions. Voilà, donc je voulais dire que ce n'est pas uniquement un livre franco-français, mais que nous avons fait appel à sa très grande compétence dans ces domaines et à ses recherches qu'elle a menées depuis de très nombreuses années sur ces questions. Merci beaucoup, Marie-France Castarède, pour ces propos. Merci à vous.